Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à vos questions mais vous aidera à y réfléchir. Nous voilà dans la deuxième partie de l'épisode sur le temps. Si vous êtes de retour après avoir écouté la première partie, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre attention et votre curiosité. Si vous découvrez ce podcast, je vous invite à écouter la première partie qui posait la question « Et pourquoi nous n'avons plus le temps ?» Dans cet épisode, nous avons exploré comment notre rapport au temps s'est transformé sous l'effet d'une accélération constante de nos rythmes de vie. Nous avons vu à quel point la question était politique, défini les concepts d'accélération et d'aliénation sociale d'Hartmut Rosa, et observé l'évolution profonde des prises récentes de conscience du temps libéré, et nous avons bu beaucoup, mais alors beaucoup d'infusions menthe poivrée. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons poursuivre les impacts de l'accélération dans nos vies, car comme le burn-out, elle dépasse désormais le simple cadre du travail. Notre rapport au temps se transforme, la lecture se réinvente, la culture s'adapte, et même nos loisirs suivent la cadence. Faut-il s'y conformer ou ralentir? Entre histoire, réflexion et alternative, plongeons ensemble dans cette course effrénée où sont nécessaires contrepoints. Ce mot-là aussi, j'ai toujours rêvé de le placer. Cette nouvelle grande partie s'appelle « Histoire, accélération et décélération ». Contrairement à nos habitudes, et comme nous l'avons déjà fait dans l'épisode précédent, il n'y aura pas ici de grandes fresques historiques. Alors certes, je pourrais inventer un concept inédit, le chrono-dropping, ou l'art subtil de balancer des dates comme ça, mais certains d'entre vous m'accuseraient de raccourci historique. Bon, d'accord. Comme vous insistez, j'entends vos cris à travers votre téléphone, et parce que je suis comme un gamin qui veut absolument montrer tous ses jouets, allons-y, mais en accéléré, évidemment. Accrochez-vous, c'est parti. 18e siècle, 1789-1799, Révolution française, en 10 ans à peine, la monarchie millénaire tombe et Chateaubriand de s'étonner alors en écrivant « Les événements couraient plus vite que ma plume ». 19e siècle, 1820-1870, invention du chemin de fer et du télégraphe qui réduit les distances géographiques et temporelles. 1880, Taylorisme, on organise le travail à la seconde près pour gagner en productivité. 20e siècle, 1920-1930, l'essor des médias de masse impose un nouveau rythme de l'information. 1980-1990, le toyotisme et le lean manufacturing poussent l'employé à s'auto-évaluer et à l'auto-amélioration. Christophe Bouton analyse cela comme un passage de la contrainte externe, le chef relou, à une pression interne, le stress auto-induit. Et à partir de 2000, je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin, la révolution numérique, vous-même vous savez, notification, ultra-connexion, tout ça. Après ce petit point historique, rentrons dans le chapitre « Le temps de la lecture ». Alors, je vais déjouer vos attentes concernant la lecture face à la contraction du temps. La position de Claire Bellil, docteur en psychologie cognitive et ingénieure de recherche au CNRS, est intéressante. Dans son livre « Lire dans un monde numérique », elle confirme l'idée reçue qui veut que l'accélération du rythme de lecture est perçue comme une menace pour la compréhension et la réflexion. On pourrait penser alors qu'à force de survoler les textes, de lire en diagonale et d'absorber des bribes d'informations, on perd cette capacité précieuse à lire vraiment. D'une certaine manière, c'est vrai. Le numérique a modifié notre façon d'aborder le texte. Nous ne lisons plus comme avant. Mais faut-il forcément le regretter? Bellil nous rappelle que ce n'est pas la première fois que la lecture change de rythme. Au XVIIIe siècle déjà, on s'inquiétait de cette rage de lire qui frappait l'Allemagne et inquiétait les intellectuels. Trop de romans, trop de journaux, trop d'informations. La lecture extensive prenait le pas sur la lecture intensive, regrettait-on alors. Il existe plusieurs types de lecture, différentes manières d'aborder un texte qui ne s'opposent pas nécessairement. Se plonger dans une BD ou un roman, c'est offrir à notre cerveau une pause, un contrepoint au rythme effréné du quotidien. Si le temps compressé est une rivière au courant tumultueux, alors la lecture devient une escale sur la rive, un instant où l'on peut imaginer des voix, des paysages, ressentir des sensations. Mais il y a aussi ces lectures plus fragmentées, plus fonctionnelles, qui s'adaptent à notre besoin immédiat d'information. Lire un article de presse, un rapport ou même un flux Internet, c'est naviguer à la surface d'un océan d'informations
en extraire l'essentiel, trier, synthétiser. Ce n'est pas une lecture appauvrie, mais une lecture efficace, conçue pour aller à l'essentiel, et certains métiers nécessitent cela sans que lire vite ne veuille dire lire mal. Les deux coexistent et se complètent. On peut savourer un roman le soir et scanner rapidement des actualités le matin. Ce n'est pas une question de choisir entre profondeur et rapidité, mais de comprendre que chaque type de lecture répond à un besoin différent. Bellil le voit non pas comme de la superficialité, mais comme une adaptation cognitive. Alors oui, le temps est fragmenté, dispersé, notifications, rendez-vous, YouTube, Instagram, ces absorbeurs d'attention cassent une linéarité rassurante. À nous d'être les artisans de moments suspendus. On navigue, on survole, on picore certes, et ce n'est pas grave. La modification des temporalités ne se limite pas à la lecture. La consommation culturelle dans son ensemble est soumise à cette pression. Vous avez vu apparaître sur l'ensemble des plateformes de vidéos à la demande ce petit bouton permettant de regarder en accéléré ou d'écouter des podcasts en x1.5. Oui, je vous vois là-bas, vous êtes en train de le faire sur mon épisode. Même si entendre les voix de mes acteurs favoris parler comme des souris Disney sous acide n'est pas ma tasse de thé, force est de constater que l'outil s'est généralisé, signe d'une demande accrue. Autre exemple, vous avez remarqué que désormais, dans certaines bandes annonces diffusées sur Internet, vous avez 5 secondes ultra dynamiques avant qu'elles ne commencent réellement? On appelle ça un attention grabber. Pardon, je reprends, un attention grabber, ou en français un accrocheur d'attention. L'objectif semble ne plus être de prendre le temps d'explorer une œuvre, mais d'en absorber le maximum. Ce que Rosa appelle l'immobilité fulgurante. Tout bouge, tout se renouvelle sans cesse, mais au fond, on est figé dans un présent perpétuel où rien ne semble vraiment marquer le temps. Alors, faut-il ralentir? Peut-être. Mais la réponse n'est pas si simple. Comme le montre Bellil, il ne s'agit pas de seulement revenir à un âge d'or fantasmé de la lecture contemplative, mais de repenser notre rapport au temps, de façon plus large peut-être. Parce qu'au fond, la lecture, et plus généralement la culture, ce n'est peut-être pas seulement une question de vitesse, c'est peut-être aussi une question de présence. Voilà peut-être l'un des nombreux enjeux. Être présent dans un monde qui ne nous laisse jamais le temps de l'être. Prochaine partie, s'adapter encore. Alors, avec un chapitre comme le précédent, vous allez probablement me dire « Et voilà, il va encore falloir s'adapter ». Et votre râle est tout à fait légitime. Je vais revenir sur le texte de Chabot, Global Burnout. L'adaptation, qui devrait être un moyen de mieux vivre dans un environnement changeant, car l'idée de revenir en arrière semble à ce stade utopique, est devenue une fin en soi. Chabot souligne que cette adaptation est pernicieuse, car elle empêche la réalisation personnelle. Je le cite, le comble de la vacuité est de s'adapter toujours, de ne se réaliser jamais. Ou encore, qu'il suffit de s'adapter, de se tenir à la page, d'évoluer avec son temps, à quelle fin? Ainsi, le travailleur moderne est pris dans une boucle où chaque effort d'adaptation génère de nouvelles exigences sans jamais aboutir à une finalité satisfaisante. La productivité a conduit à une assimilation de l'humain à la machine. Dans de nombreux environnements professionnels, être comparé à une machine est perçu comme un compliment. Cette mimésie technologique pousse les individus à fonctionner sans faille, sans questionnement. Or, cette logique nie la nature même de l'humain, qui est un être d'imperfection et de variation. Chabot insiste sur la nécessité de briser cette mimésie et de réhabiliter un rapport au temps plus organique, où l'adaptation serait mise au service de la réalisation de soi plutôt que d'un perfectionnisme sans fin. Chabot évoque une alternative à travers l'image des fresques découvertes dans Roma de Fellini. À peine exposées à la lumière, elles s'effritent et disparaissent. Il dit « Le sens est pareil à ces fresques. On se souvient longtemps de sa perte, mais on ne pourrait plus l'expliquer. » Cette métaphore illustre la fragilité du sens dans nos sociétés où l'accélération efface toute possibilité de contemplation. Accepter la décélération, redonner de la valeur au temps long, résister à la logique d'optimisation constant, autant de pistes suggérées par l'auteur qui méritent de prendre une gorgée d'infusion menthe poivrée et prendre le temps d'y réfléchir. Désolé, il fallait que je la replace. Prochaine partie,
la décélération progressive. Il ne faut pas croire que face à ces constats, l'ensemble de l'humanité se positionne dans un laisser-faire, laisser-aller général, même si cela peut être une position confortable. Non, certaines initiatives, qu'elles soient spontanées, collectives ou idéologiques, cherchent à recréer des espaces de respiration. Le Covid a remis sur le devant de la scène les questions du temps libéré. Nous avons vu par exemple réapparaître dans le débat public le sujet de la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, certaines entreprises l'expérimentent, non pas seulement pour répondre à une demande de flexibilité des salariés, mais aussi pour repenser notre rapport au travail et au temps libre. Des entreprises comme LDLC en France ou Unilever au Royaume-Uni ont expérimenté avec succès la semaine de 4 jours sans perte de salaire et avec des résultats encourageants sur la productivité et le bien-être des salariés. En Espagne, un programme gouvernemental encourage depuis 2023 les entreprises à tester ce modèle en finançant leur transition vers une organisation du travail plus équilibrée. Cette évolution n'est pas seulement une réponse au stress et à la surcharge de travail, mais aussi une alternative crédible au modèle de productivité classique. Les expérimentations menées montrent que loin d'entraîner une baisse de performance, la semaine de 4 jours permettrait paradoxalement d'augmenter la productivité et de réduire l'absentéisme. L'ouvrage « L'ère du temps libéré », que j'ai déjà cité à de nombreuses reprises, donne l'exemple de l'entreprise Iprema, pionnière du recyclage en France, qui affirme avoir ainsi gagné 1 mois de productivité en plus grâce à l'adoption de ce modèle. La mise en place d'une semaine de 4 jours ne relève donc pas uniquement d'une revendication sociale, mais pourrait devenir un véritable choix de société. Elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste de ralentissement qui questionne l'impératif d'accélération comme unique horizon de progrès. En redonnant aux individus du temps libéré, un temps réellement choisi, elle permet de revaloriser d'autres formes d'activité. L'engagement citoyen, la vie culturelle, le soin de ses proches. Dans cette perspective, elle ne présente pas seulement une réforme du travail, mais une tentative de rééquilibrage entre temps contraint et temps libre, entre exigence de performance et besoin de respiration. J'ai appelé cette dernière grande partie « fin de course ». Vous m'accorderez que je ne vous avais pas menti en vous disant que notre sujet était hautement politique. Et probablement qu'à ce stade de l'écoute, vous seriez tenté de penser que la prochaine étape logique pour moi serait un engagement militant, la création d'un mouvement, d'un parti ou que sais-je encore. Alors, au risque de vous décevoir, non. Par contre, comme je le fais souvent ici, je peux vous inviter à lire. Bien conscient que les 388 pages d'Hartmut Rosa ne sont pas forcément la lecture sur laquelle vous vous précipiteriez, je peux en revanche vous encourager à découvrir L'ère du temps libéré. Cet ouvrage condense de façon claire et accessible les idées de ces philosophes et sociologues qui ont nourri mes recherches et ma réflexion sur cet épisode. Il propose surtout des pistes concrètes pour penser autrement notre rapport au temps. Car c'est bien là l'enjeu, reprendre possession du temps, ne plus être seulement son otage. Aujourd'hui, le temps nous est ressenti comme un bien rare, vécu comme une ressource à optimiser, un capital à investir avec intelligence. Au moment où j'écris ces lignes, se déroule à Paris le sommet international de l'IA. Voilà une des grandes révolutions techniques de ces prochaines années. Si je le pose comme une affirmation, c'est que tous les indicateurs symptomatiques d'une révolution culturelle, sociale et économique sont présents. La peur de certains, l'excitation d'autres, les batailles de quelques-uns, tout est là et tout fait sens, tant cette technologie va changer nos habitudes. À la manière d'un passage du cinéma muet au cinéma sonorisé, de l'écriture manuscrite à l'informatisation, de la temporalité de l'information papier à la démocratisation des connexions Internet à haute vitesse, l'IA va révolutionner à nouveau notre manière d'observer le temps. Et c'est le moment d'une petite infusion menthe poivrée. Hartmut Rosa parle de résonance, ce moment où l'on cesse de lutter contre le temps, où l'on accepte qu'il ne se maîtrise pas, mais qu'il peut se vivre autrement. Un temps où l'on n'est plus seulement en train de faire, mais en train d'être. Alors, plutôt que de chercher à domestiquer chaque minute, pourquoi ne pas réfléchir à l'affirmation du philosophe, naturaliste et poète américain Henry David Thoreau ? Il n'est pas nécessaire de vivre vite, la vie est plus large que longue. Et nous entamons désormais la conclusion/bibliographie de cet épisode. Vous voilà normalement à la fin de votre litre d'infusion et moi de l'épisode. Je vais mettre mes lunettes au bout de mon nez
Imaginez-vous une musique un peu jazzy, c'est le moment bibliothécaire. Je vais vous donner les principaux ouvrages qui ont nourri l'écriture de l'épisode. Vous trouverez la liste complète en description. Vous le connaissez maintenant par cœur, Hartmut Rosa, Accélération, aux éditions Hemlit, Pascal Chabot, Global Burnout, aux éditions PUF. Sur le même thème, le travail de Christine Chevret-Castellani sur la médiatisation du burnout dans la presse écrite. Le petit insert historique qui vous aurait manqué si je ne l'avais pas fait est réalisé à l'aide de l'interview de Christophe Bouton pour le site pme.ch. Le livre de Claire Bellil, Lire dans un monde numérique chez les presses de l'ENSIB. Et bien sûr, L'ère du temps libéré de Monjotin et Adrien Sens qui poursuivent aujourd'hui le vœu du penseur d'André Gorz exprimé dans un article du Monde diplomatique en mars 1993, Bâtir la civilisation du temps libéré. L'ensemble de ces ouvrages, je ne vous le cache pas, m'ont donné du fil à retordre. Et vous le constaterez avec la playlist musicale que je réalise en parallèle de chaque épisode, celle-ci est beaucoup plus courte que les précédentes. Symptôme peut-être de la nécessité pour moi d'être pleinement dans la lecture de ces ouvrages. La question posée dans cet épisode nous renvoyait à cette phrase qui est devenue aussi automatique et familière que la réponse à un « ça va ?» Nous sommes habitués à cette réponse miroir passe-partout, peut-être car nous ne croyons plus au temps qu'il faudrait pour simplement y réfléchir et y répondre, et à l'auditeur pour l'écouter. Alors, si demain vous vous surprenez à dire « je n'ai pas le temps », essayez d'allumer une petite lumière, celle de votre bouilloire, et prenez ce sachet d'infusion à l'amande poivrée. Après la première gorgée, dites-vous « je vais prendre le temps ». Peut-être qu'à cet instant, sans même vous en rendre compte, vous aurez déjà commencé à libérer ce temps qui semble toujours nous manquer. Nous voilà à la fin de cet épisode. Alors, je n'ai sans doute pas répondu à la question, je vous ai sûrement fait boire beaucoup de thé et je vous ai peut-être aidé à y réfléchir. À bientôt, merci.